Alors Arnaud, merci d'être avec nous. Vous êtes VP Sales France de Content Square. Oui. Alors vous permettez en fait aux éditeurs de sites web d'améliorer l'expérience client, l'expérience des internautes. En quoi est-ce que ça consiste précisément et comment s'est développée la société? Alors en fait, la société a démarré sur on va dire le projet d'étudiant de notre fondateur, donc Jonathan Cherki, qui faisait ses études, parce qu'il n'a que 31 ans. Et il a regardé, on va dire, comment fonctionnaient les différents sites et web, les sites mobiles, pour voir si effectivement ces sites étaient conçus par rapport aux objectifs qu'il cherchait à résoudre. Et la réflexion qui s'est faite assez rapidement, c'est que la façon dont l'expérience était conçue, dont les contenus étaient agencés, dont les différents services étaient mis en avant, finalement n'était pas tout à fait efficace par rapport à l'objectif voulu. Donc il a eu l'idée de construire et de bâtir une société, une solution qui permettait justement à ces marques de vraiment comprendre ce qui se passe derrière leur site web, leurs applications mobiles. Généralement, quand on crée un site ou une app, on a une idée derrière. Ça peut être bien sûr de vendre quand on est dans l'e-commerce, mais dans d'autres domaines, ça peut être de la génération de leads, ou ça peut être tout simplement d'aller chercher à proposer des expériences, par exemple quand on est dans le luxe. Et la réalité, c'est qu'entre ce qu'on pense et ce qui se passe en vrai, il y a un écart. Et c'est cet écart qu'on cherche à mesurer pour dire aux marques, voilà, vos visiteurs finalement, ils consomment vos contenus et vos pages d'une certaine manière, et on va vous aider à optimiser ce site pour qu'ils puissent finalement avoir la bonne expérience et finalement convertir. Ok, et alors du coup, comment ça fonctionne côté éditeur? C'est une interface extrêmement simple à utiliser. Comment ça se concrétise? Côté des annonceurs, oui. En fait, la technologie, c'est une plateforme en SaaS, donc on va effectivement la plugger derrière les sites web et les applications mobiles. Et à partir de là, on va enregistrer toute la navigation des visiteurs. Ça veut dire pas seulement là où ils cliquent, parce que là où ils cliquent, c'est finalement la finalité, mais également qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils regardent, sur quoi ils passent du temps, sur quelles étapes ils hésitent, et finalement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils vont décider soit d'aller au bout et d'acheter, soit de quitter le site. Et cette donnée-là, il y a énormément de données, évidemment. On enregistre des millions de sessions, et vous imaginez qu'on a tous les mouvements des souris, donc on a beaucoup d'informations. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va agréger cette donnée, et la donner à des services digitaux, des services marketing, sous forme de tableau de bord très simple, pour qu'ils puissent comprendre rapidement ce qui se passe, et où est-ce qu'il faut faire évoluer le site pour qu'il fonctionne mieux. Ok, alors il y a eu une très forte croissance puisque depuis la création, il y a plus de 60 millions d'euros qui ont été levés par Content Square. Est-ce que vous pouvez revenir très brièvement sur les différentes étapes et sur les milestones en fait, qui ont pavé la réussite de la startup? En fait, effectivement, l'entreprise n'a que 5 ans et on est déjà maintenant 300 personnes et présent sur 5 pays. Donc pour arriver à là, le projet de départ, il est pensé effectivement comme étant très agile. Mais en même temps, on pense à la scalabilité et à la croissance. Donc on va dire qu'il y a principalement 3 étapes. Il y a une première étape qui dure 3 ans, durant laquelle il y a une recherche d'une part d'expertise sur le sujet qu'on cherche à adresser, donc l'UX. Donc comment finalement arriver à bâtir une expertise autour de ce sujet-là qui est assez neuf en France, et puis en même temps développer une plateforme qui soit justement capable de résoudre ces problèmes-là. Donc ça dure à peu près 3 ans, 3 ans durant lesquels il y a énormément de services, énormément de contacts qui sont pris avec les grandes marques, et on est à ce moment-là plutôt en train de vendre des audits et des prestations de services pour les aider. Et puis la deuxième étape, c'est la plateforme maintenant est prête à être utilisée en SaaS par les clients finaux. Et là, effectivement, on va chercher une première levée de fonds pour nous aider à grandir, recruter une nouvelle équipe de vente dont je fais partie et pouvoir vraiment avoir un business cette fois-ci SaaS qui démarre. Et ça dure, on va dire, 2 ans. Et puis la dernière étape, c'est depuis le début d'année, avec une nouvelle levée de fonds de 40 millions qui nous permet là d'accélérer notre croissance. Le modèle en France, il marche. On a à peu près 150 clients. Le modèle UK, il marche. On a une trentaine de clients. Donc ensuite, c'est quoi? C'est les US, l'Asie. Et cette deuxième levée de fonds va servir à ça. Ok. Vous avez qui comme gros client, par exemple? Voilà, on a la plupart des grandes marques. Alors, on a, voilà, si on essaie de simplifier, on va dans la grande distrie, on va avoir des groupes Carrefour, Leclerc, Système U, Auchan. Dans le luxe, on a des gens comme Chanel, comme Cartier, comme LVMH, on a beaucoup de marques également. Ça touche tous les domaines, dans la banque assurance, dans le travel, avec des gens comme Club Med, Disneyland. En fait, c'est pas tant le... Disons que toutes les marques actuellement ont des enjeux sur le digital qui sont très forts, et c'est vraiment, voilà, on va vraiment toucher tous les secteurs d'activité. Ok, et du coup, vous m'avez cité des très gros noms, évidemment, les plus shiny. Est-ce que la solution peut s'adapter aussi, peut être adaptée au business de start-up ou de petites PME qui se lancent?
Alors, elle peut. Après, dans notre modèle économique, nous, on va plutôt chercher effectivement à aller vers les grandes entreprises parce qu'en fait, le principal objection qu'on a à l'évolution de ce secteur, c'est les ressources en France. C'est-à-dire qu'effectivement, on va fournir une data et ensuite, il faut que les marques soient capables de rapidement comprendre ce qui se passe et de faire évoluer leur site en conséquence. Et en réalité, aujourd'hui, en France notamment, on a des problèmes souvent de ressources, de personnes. Et donc, les grandes boîtes, on va dire les grandes annonceurs, ce sont ceux qui se sont staffés en premier. Donc, c'est pour ça qu'on va plutôt chercher vers ces gens-là qui ont la capacité à mettre en place rapidement les recommandations. Le middle market, on va dire, on verra un peu plus tard. Ok. Et du coup, je crois savoir que Jonathan Cherki est à New York en ce moment, donc le fondateur de Content Square. Pourquoi le marché US est intéressant pour vous? Et est-ce qu'il y a des concurrents? Est-ce que ça va être facile d'y aller ou est-ce qu'il va falloir se battre? Alors c'est une des grandes surprises que j'ai pu constater moi depuis un an, parce que j'avais travaillé dans d'autres startups françaises qui sont allées aux US et dans lesquelles, en général, il faut 3-4 ans d'efforts pour arriver à avoir les premières références. C'est compliqué. Et en fait, chez Content Square, ça va très vite. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, le marché US est beaucoup plus nature que le nôtre sur les sujets UX. Autant en France, on est encore un peu dans la nouveauté. Et le fait d'expliquer aux gens que leur site, il doit penser conversion, ils doivent maintenant réfléchir à comment mieux produire les expériences qui vont permettre de convertir plus rapidement. Aux US, c'est déjà connu depuis longtemps. Les entreprises sont déjà staffées, les budgets existent déjà, et donc on est sur un marché qui est un marché de renouvellement. Alors qu'ici, on est encore sur de l'acquisition. Du coup, ça va beaucoup plus vite. Et effectivement, les US, en même pas un an, ont réussi à rattraper la France en termes de chiffres. Donc ça va vraiment très très vite. Et il est allé s'installer là-bas. Après, c'est peut-être pas pour rien non plus. Le marché, comme dans le SaaS, il est 20 fois plus gros que le marché français aussi. Et il y a beaucoup de concurrents? Il y a des concurrents, effectivement, qu'on n'a pas en France. Par contre, ils étaient déjà en Angleterre. Donc, on les avait déjà un petit peu rencontrés. Le truc, c'est que les concurrents sur ce domaine-là, on va dire qu'ils ont une technologie qui est un peu plus ancienne que celle de Content Square, qui a, on va dire, une dizaine d'années. Or, en fait, comme on est sur le domaine de la data, la technologie avec laquelle vous développez vos plateformes a une importance considérable en réalité. La nôtre est très récente, ce qui fait qu'on peut beaucoup plus facilement capter et stocker cette information. Voilà, donc ça nous donne un avantage compétitif. C'est un peu technique, mais c'est la réalité. Ok, et alors du coup vous êtes VP Sales, vous êtes la personne tout indiquée pour nous en parler. Depuis quand est-ce que Content Square a commencé à utiliser Salesforce et surtout pourquoi? Enfin, quels sont aujourd'hui les effets de Salesforce sur le développement et la croissance de Content Square? Alors oui, en fait, les fondateurs ont fait le choix de Salesforce tout de suite. Quand ils ont pensé leur startup, ils l'ont pensé selon deux axes. L'agilité, il faut aller très vite. Dans notre domaine, il faut grossir très vite, donc on n'a pas de temps à perdre, mais il faut également penser un peu plus grand. Et quelque part, quand on cherche derrière un système pour gérer, on va dire, son business, Salesforce s'est imposé là-dessus. Comme le choix évident, l'usage aujourd'hui, il s'est déployé au fur et à mesure du temps, en commençant par le premier étage de la fusée, qui est tout ce qui est autour du lead gen. Donc on a besoin d'aller convaincre beaucoup de clients, un peu comme Salesforce d'ailleurs. Hein, on doit aller faire dans le B2B. Il faut voir beaucoup de monde, donc la notion de lead est importante. Donc on a déjà commencé à équiper cette partie-là de Salesforce, le marketing, les gens qui font des appels téléphoniques, les partenaires, tout notre écosystème branché déjà pour générer des leads. Une fois qu'on a beaucoup de leads, il faut les transformer en opportunités et en affaires. Ça, c'est le deuxième étage. Donc, on va gérer nos opportunités commerciales là-dedans, à la fois la vie de l'opportunité, de son début jusqu'à la contractualisation. Et aujourd'hui, évidemment, il y a la vie de l'affaire qui est traquée dans Salesforce. Et au niveau ensuite, du management et des investisseurs, c'est une grande capacité à comprendre ce qui se passe dans les différents pays, quels sont les facteurs clés qui font qu'une affaire va durer trop longtemps ou qu'elle va accélérer. Et puis, la notion de forecast, de prévision, évidemment. Et puis, comme on a bien fonctionné, on a 150 clients en France, on va dire 250 au niveau mondial. C'est du business de SaaS, donc c'est du renouvellement, c'est un business répétitif. Ça veut dire qu'il faut gérer des clients, il faut gérer des contrats. Donc la vie des contrats est aussi maintenant dans le système pour automatiser les renouvellements. Et puis derrière, on a le support qui intervient, les customer success. On en fait vraiment l'outil global de la relation client. On m'a même parlé de machine de guerre chez vous. Oui, on est assez efficace, effectivement, et on s'appuie sur cette donnée-là pour automatiser nos process. Voilà, on a maintenant 40 commerciaux, on en accueille, on va dire, 10 à 15 de plus tous les trimestres. Il faut les mettre dans un système où c'est industriel. Ok, et du coup, on a parlé des US, vous êtes aussi Royaume-Uni, Allemagne, France. Quels autres pays sont les prochaines cibles et pourquoi? Alors,
On a aujourd'hui une approche qui est un peu, on va dire, tactique sur les pays du Benelux, Espagne, Italie. La grosse question qu'on se pose, c'est l'Asie. On a énormément de clients, je parlais dans le luxe par exemple, ou dans l'industrie automobile qui ont des gros enjeux en Asie. Et on se pose beaucoup de questions. Donc vraisemblablement, le grand mouvement suivant, c'est l'Asie. Est-ce que c'est Singapour, est-ce que c'est la Chine, est-ce que c'est le Japon? On ne sait pas trop encore. Ok, très bien. Merci beaucoup Arnaud pour votre présence avec nous aujourd'hui.